Je m'appelle Élodie. Élodie Morel-Deschamps. Ce soir-là, le ciel de Paris était d'un velours d'encre, brodé des lumières chaudes de notre appartement du 7e arrondissement. Un appartement qui sentait toujours un peu le bois précieux et le parfum de ma rose de mai préférée. C'était notre 10e anniversaire de mariage, l'étape de l'étain, forte et brillante, disait Gabriel. 10 ans d'une vie que je croyais sans faille, sans fissure. 10 ans de lui, mon pilier, mon amour. La table de la salle à manger était un tableau, chandelles allumées, lueurs dansantes sur l'argenterie de famille. Au centre, notre gâteau opéra, acheté à la pâtisserie Saint-Honoré. J'avais toujours aimé ce gâteau, sa texture précise, ses couches de café et de chocolat qui ne se mélangeaient jamais, mais se complétaient parfaitement. Un peu comme nous, pensions-nous. Gabriel était arrivé à l'heure exacte. Veste de costume anthracite, sourire d'homme comblé. Il s'est approché de moi, ses yeux bleus pétillants. Il m'a embrassé longuement, un baiser qui se voulait rassurant, habituel. J'ai senti son odeur, ce mélange familier de vétiver et d'eau, de Cologne chic que je ne trouvais qu'à lui. « Joyeux anniversaire, mon amour », a-t-il murmuré, sa voix ce mélange de douceur et de masculinité que j'avais toujours trouvé irrésistible. « Joyeux anniversaire, Gabriel », ai-je répondu, une vague de tendresse m'inondant. À cet instant précis, si on m'avait dit que ce baiser portait le goût amer du mensonge, je n'aurais pas ri, j'aurais simplement appelé la police. Il a sorti de sa poche intérieure un petit écrin noir, pas le format habituel pour un bijou. C'était une montre connectée, un modèle de luxe, profilé en acier poli. Je sais que tu adores le classique, Élodie, mais j'ai pensé que tu avais besoin de modernité dans ta vie, pour te suivre partout. Elle s'est faite pour nous deux, a-t-il expliqué, en posant l'écrin dans ma main. J'ai senti l'ironie glacée de cette phrase me glacer la nuque bien plus tard. Pour te suivre partout, un cadeau qui était censé nous lier, un cadeau qui allait nous briser. J'ai enfilé la montre. Gabriel s'est empressé de la synchroniser avec son téléphone, un geste rapide, trop décontracté, comme s'il cherchait à cacher quelque chose. « Fais attention à la fonction cloud », m'a-t-il dit, en souriant. « Elle sauvegarde tout, même les bêtises. » Nous avons dégusté l'opéra. Chaque bouchée était un serment renouvelé. La conversation était légère, les souvenirs doux, les projets d'avenir pleins de lumière. Je le regardais, lui, mon mari, l'homme de ma vie, cet homme si prévenant qui avait pensé aux moindres détails pour rendre notre soirée parfaite. Après le dessert, Gabriel s'est excusé. « J'ai un mail urgent à envoyer à mon client de Hong Kong, ma chérie. Juste une demi-heure, j'arrive. » Il a déposé son baiser sur mon front et a disparu dans le bureau, refermant la lourde porte de chêne. Je suis restée seule à la table, jouant avec ma nouvelle montre. C'est là que la curiosité a pris le dessus. Cette fonction cloud, j'ai navigué dans les menus, découvrant les applications. Étrangement, l'icône de l'application dictaphone était la première sur le petit écran. J'ai cliqué. Le dossier enregistrement s'est ouvert. Un seul fichier, nommé 20-11-2025, 18h45. L'heure correspondait à 30 minutes avant que Gabriel n'arrive à la maison avec le gâteau. Mon cœur, qui battait calmement, a fait un bond désagréable. J'ai appuyé sur lecture. Un silence de quelques secondes, puis la voilà de Gabriel. Douce, câline, plus tendre encore que celle qu'il utilisait pour moi. Un ton rauque, confidentiel, qui n'appartenait pas à une conversation professionnelle. Mon bébé attend la naissance de notre enfant, l'intégralité de mes biens au nom des deux, ce sera pour vous. Je vous le promets, tout sera réglé. La voix s'est tue. L'enregistrement était court, moins de 15 secondes, mais chaque mot a traversé ma poitrine comme un éclat de glace. Notre enfant, l'intégralité de mes biens, pour vous deux. Le silence dans l'appartement est devenu assourdissant. J'ai rejoué l'enregistrement. La même voix, le même serment, le même homme en taille la même. Mon mari. La femme invisible dans cet enregistrement n'était pas moi. L'enfant invisible n'était pas le nôtre. Nous n'avions jamais eu d'enfant. La panique ne m'a pas submergée. Non, ce fut une sensation plus étrange, plus froide, un détachement total. Comme si je ne vivais pas cette scène, mais la regardais à travers le viseur d'une caméra. Élodie, tu es en train de réaliser une scène de cinéma, mais le rôle principal, c'est toi. Mon regard s'est posé sur le gâteau opéra, si parfait. J'ai pensé à Gabriel, à son sourire d'homme comblé. Comblé par qui? Par quoi? Il venait d'acheter ce gâteau pour moi, avec la promesse d'une autre femme et d'un enfant d'un côté, et le mensonge. J'ai éteint les bougies, le bureau, la porte, le silence. Gabriel était revenu du bureau, sa chemise légèrement déboutonnée, l'air fatigué d'un homme qui a travaillé dur. Un tableau bien rodé. Déjà au lit, ma chérie? Je n'ai pas répondu.
J'ai tendu le bras, la montre scintillante à mon poignet. Mon regard ne cherchait pas le sien. Il cherchait une réaction, une fissure, une vérité qui tenterait de s'échapper. « Ça, c'est quoi ?» J'ai demandé, ma voix était plate, sans aucune émotion, une voix que je n'avais jamais utilisée. Gabriel a pâli. Le sang a quitté son visage avec une rapidité déconcertante. C'était ma première preuve. La vérité avait déjà gagné. Il a ri, un rire nerveux, sec. « Ah ça, c'est un test, mon amour, une blague. » J'ai levé les yeux, calmement. Une blague où tu parles d'un enfant, notre enfant, et de l'intégralité de tes biens. Une blague de très mauvais goût, tu ne trouves pas? Il a avancé, les mains en avant, prêt à me serrer. J'ai reculé d'un pas, le geste le figeant sur place. Élodie, c'est pour Louis, mon ami Louis Caron. Il a eu une violente dispute avec sa femme enceinte. Il est désespéré. Il m'a demandé d'enregistrer la voix, en premier pour lui. Il a besoin de mots forts pour se faire pardonner. J'ai juste aidé mon meilleur ami, c'est tout. Le mensonge était sorti trop vite, trop détaillé, presque préparé. Mon détachement s'est intensifié. Un homme qui ment aussi bien ne ment pas seulement pour une montre. Il ment pour une vie. Ton meilleur ami ? J'ai souri, un sourire froid qui n'atteignait pas mes yeux. Louis Caron, tu ne me l'as jamais présenté. Il est timide, Élodie. Et puis, il n'est pas de Paris. Il ne voulait pas déranger. J'ai senti une colère glacée monter. Non pas la rage des films, mais l'éveil d'une intelligence blessée. Ne me prends pas pour une idiote, Gabriel. J'ai marqué une pause, me penchant en avant. C'est là que j'ai vu. Une pointe de papier dépassait de la poche de son pantalon gris. Un papier rose, légèrement froissé, un reçu de caisse. Gabriel a remarqué mon regard. Il a reculé d'un mouvement instinctif. Il était pris au piège. Et ceci, Gabriel, j'ai pointé du doigt. Est-ce que Louis Caron t'a aussi demandé d'acheter quelque chose pour lui à la boutique Maman un bébé Saint-Honoré ? La mention du magasin d'articles pour bébés de luxe l'a anéanti. Ses lèvres tremblaient légèrement. Il a fourré le reçu dans sa poche. C'est encore pour Louis. Sa femme a des envies de dernière minute. Il n'avait pas le temps. Je me suis levée, je me suis approchée de lui. Pour la première fois depuis 10 ans, j'ai regardé Gabriel Deschamps comme un étranger, un acteur mal dirigé. D'accord. Dans ce cas, appelle Louis. Maintenant, mets le haut-parleur. Je veux lui souhaiter bonne chance avec sa femme et son futur enfant. J'ai pris mon téléphone et je l'ai posé sur la table, devant lui. L'espace d'un battement de cœur, Gabriel est resté pétrifié. La panique a supplanté l'amour. La rage a remplacé l'affection. Arrête ce cirque, Élodie. C'est notre anniversaire. Tu vas vraiment gâcher cette soirée pour une stupide histoire d'enregistrement ? Il a hurlé, la voix trahissant un manque total de contrôle. Il s'est détourné, a frappé la porte du bureau, un coup sec, violent, qui a fait vibrer les murs. Il s'est enfermé. Il m'a laissé là, seul avec mon cadeau, le silence de notre foyer, et la vérité qui gisait sur le plateau d'argent du gâteau opéra. Le mensonge n'était plus une supposition. C'était une certitude, maintenant barricadée derrière une porte de chêne. Le bruit de la porte qui claque a été le signal, pas le signal de la fin, mais celui du commencement. Assise seule, devant la table, les débris de ma vie parfaite jonchaient le sol, invisibles à l'œil nu. J'ai pris une petite cuillère et j'ai découpé un morceau du gâteau opéra. Le goût était là, amer et doux, précis. Je l'ai mangé lentement, méthodiquement. Je n'avais pas faim, mais c'était un acte de défiance, un retour au calme. Je refusais que Gabriel, enfermé dans son bureau, dicte la fin de ma soirée. La colère n'est pas revenue. À la place, il y avait cette clarté froide et tranchante. Ce n'était pas une dispute que nous venions d'avoir, c'était une révélation. J'avais vécu 10 ans avec un homme qui était un étranger, un acteur dans son propre foyer, utilisant notre anniversaire comme couverture pour une autre vie. Il n'y avait pas de Louis Caron, ami timide de province. Il y avait une autre femme, un autre enfant et une autre réalité construite sur le silence. La seule émotion tangible était la déception, immense. Pas que Gabriel m'ait trompé, mais qu'il m'ait jugé assez stupide pour gober une histoire aussi bancale. Mon intelligence, mon amour-propre, tout était piétiné. J'ai rallumé la montre connectée. J'ai rejoué l'enregistrement. Mon bébé attend la naissance de notre enfant. L'intégralité de mes biens, au nom des deux, ce sera pour vous. C'était la voix d'un homme qui préparait son futur, un futur où je n'étais qu'une ancienne histoire à effacer. Mon statut d'épouse n'était plus qu'une formalité à régler pour transférer son patrimoine. J'ai passé la main sur ma propre gorge, vide, pas de bague de fiançailles, seulement la montre, le cadeau empoisonné. J'ai mis la vaisselle au lave-vaisselle, nettoyé la table. Chaque geste était lent, précis, comme un rituel de deuil que je célébrais seul.
Quand le salon fut parfaitement rangé, je me suis assise sur le canapé, le regard fixé sur la porte du bureau. Gabriel était derrière, sûrement en train d'échafauder le mensonge parfait, celui qui me ferait douter, qui me ferait culpabiliser. Il devait être en train de me préparer une belle scène de victime incomprise, d'homme débordé par son ami. Mais je n'étais plus la même Élodie. Le jeu était terminé. Maintenant, j'allais enquêter. Et il allait jouer mon jeu. J'ai attrapé mon verre à pied, encore à moitié plein de Château Margaux, et je l'ai porté à mes lèvres. Il était 20h45. Gabriel allait sortir de là tôt ou tard. 20 minutes se sont écoulées dans un silence pesant, interrompu seulement par le bruit lointain du trafic parisien. À 21h, la sonnette a retenti. 2 coups secs, rapides. Mon cœur a eu un raté, mais mon esprit est resté de marbre. Gabriel était encore dans le bureau. Le bruit de la sonnette l'a fait sortir immédiatement, le visage pâle, l'air tendu. « Qui est-ce » a-t-il chuchoté, visiblement anxieux. Je me suis levée, je me suis dirigée vers la porte et j'ai regardé dans l'œilleton. Un homme, costume sombre, mal ajusté, veste de mauvaise qualité qui tirait sur les épaules. Un homme que je n'avais jamais vu. Je me suis tournée vers Gabriel, un sourire glacial aux lèvres. « On dirait que c'est ton meilleur ami, Louis Caron, qui vient de la province pour résoudre ses problèmes de couple. » Le visage de Gabriel s'est décomposé. Il a bredouillé. « Non, non, il ne devait pas venir. Je vais le faire partir. »« Non, » ai-je coupé, ma main sur la poignée de la porte. « Je veux le rencontrer. Après tout, il est ici à cause d'une dispute que vous avez tous les deux mise en scène pour couvrir tes mensonges. C'est la moindre des choses que de lui offrir un verre. » J'ai ouvert la porte. Sur le pas de notre luxueux appartement se tenait Louis Caron. Il ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Un homme mal à l'aise, le regard fuyant, l'incarnation du pion qu'on utilise puis qu'on jette. « Bonsoir, Madame Deschamps », a-t-il dit d'une voix hésitante, ses yeux ne me regardant jamais vraiment. « Je suis Louis Caron, l'ami de Gabriel. Entrez, Louis, ai-je dit. Mon ton était accueillant, trop accueillant. Louis est resté figé dans l'encadrement de la porte. Il a jeté un regard furtif à Gabriel, qui se tenait en retrait, les bras croisés, le corps raide. L'atmosphère était lourde de non-dits. « Non, merci, madame, je ne veux pas déranger plus. Je voulais juste clarifier cette situation avec la montre. » Il a répété mot pour mot l'excuse que Gabriel avait déjà servie. Gabriel a essayé de m'aider. J'ai enregistré ça pour ma femme. Elle est très, très sensible en ce moment. J'ai souri, m'appuyant contre l'encadrement, créant un sentiment d'intimité forcée. Je comprends parfaitement la sensibilité, surtout quand on est enceinte. Je l'ai regardé dans les yeux, cherchant la moindre hésitation. « Dis-moi, Louis, combien de mois de grossesse ?» Il a cligné des yeux, pris de court. Il a tourné la tête vers Gabriel, demandant de l'aide muette. Gabriel n'a pas bougé. « 5 mois, madame. Elle est à 5 mois. »« 5 mois, d'accord. C'est un moment crucial, Louis. Avez-vous choisi le prénom? Est-ce un garçon ou une fille ?» Ma voix était toujours douce, maternelle presque. Il a commencé à transpirer. Il s'est frotté la nuque. « Pas encore. On ne sait pas. On a décidé de garder la surprise. » Mensonge. À 5 mois, dans le Paris chic où on fait des échographies en 3D, on connaît le sexe de son enfant. Et on ne dit pas qu'on n'a pas de prénom. On dit qu'on hésite entre deux. Mais jamais qu'on ne sait pas. Louis, ce sont des achats magnifiques que Gabriel vous a aidé à faire. Le lit à barreaux italien, la poussette haute couture. Je suppose que vous avez préparé sa chambre. Quelle couleur avez-vous choisi pour la peinture? J'ai continué martelant les détails de la preuve que j'avais vue dans la poche de Gabriel. Louis est devenu cramoisi. Ses yeux étaient fixés sur le sol. Il a fait un pas en arrière. Je dois y aller, madame. Ma femme m'attend. Désolé pour le dérangement. Il a tourné les talons et s'est précipité vers l'ascenseur, fuyant comme un voleur, pris la main dans le sac. La porte de l'ascenseur s'est refermée sur le Louis Caron bon marché, laissant le silence retomber sur notre appartement coûteux. Gabriel est sorti de l'ombre. Il a regardé la porte, puis moi. Un semblant de soulagement flottait sur son visage. Le soulagement qu'il n'ait pas craqué. « Tu vois, Élodie, c'était bien Louis, un ami qui a juste paniqué. » Il s'est approché, ses yeux maintenant remplis d'une fausse tristesse, d'une fausse repentance. « Je suis désolée d'avoir menti pour lui, mais je ne voulais pas t'inquiéter. Je t'aime, et cette histoire stupide est derrière nous. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Il a essayé d'enlacer ma taille. J'ai permis le contact, mais je n'ai pas bougé. Mon corps était de pierre. Je l'ai regardé fixement. Ton ami Louis a dit que sa femme était enceinte de 5 mois. Mais les achats que tu as faits, Gabriel, ce sont des articles pour un nouveau-né, pas pour un bébé à naître dans 4 mois. On n'achète pas une poussette de luxe pour la stocker.
Le choc est revenu sur son visage, mais il l'a rapidement masqué. Les magasins de bébés ont toujours des promotions. Élodie. Il a acheté d'avance. Et ton ami Louis, avec son costume, disons, modeste, vit à la résidence Belle Étoile, immeuble de luxe, où le moindre appartement coûte des millions. J'ai souri, révélant que je n'étais plus l'épouse naïve. Tu ne m'as pas encore donné l'adresse de livraison, mais je l'ai deviné. Louis Caron, le meilleur ami timide de province qui vit dans un appartement à 1502 à Belle Étoile. Ça ne colle pas, Gabriel. Il a reculé, sa tentative de manipulation échouant lamentablement. La colère est revenue, non pas contre moi, mais contre l'ami qui l'avait forcé à mentir. Mais j'avais vu sa peur. J'avais vu l'effort qu'il faisait pour maintenir la façade. Je l'ai enlacé, moi cette fois. Je l'ai serré fort, et j'ai murmuré à son oreille mon propre mensonge. Je te crois, mon amour. C'est la fatigue qui me fait douter. Ne t'en fais pas. Mais promets-moi une chose. Quoi ? A-t-il dit, soulagé. Promets-moi que désormais, tu ne me cacheras plus rien. L'amitié, c'est bien. Mais la vérité dans notre couple, c'est sacré. Je te le promets, Élodie, a-t-il affirmé, me serrant plus fort. Dans cette étreinte, je savais que je venais de signer un pacte. Un pacte avec moi-même. Il continuerait à jouer le rôle du mari aimant, soulagé de m'avoir calmé. Et moi, je continuerais à jouer le rôle de l'épouse crédule et pardonnante. Si cela est un mensonge, je le découvrirai moi-même. Et alors, Gabriel, tu ne seras plus qu'un mauvais souvenir. La promesse murmurée dans l'ombre de notre salon résonnait comme un serment brisé par avance. Je te le promets, Élodie. Ces mots, prononcés par Gabriel, ne m'apportaient plus de réconfort, mais une confirmation de sa duplicité. Il était prêt à me mentir jusqu'au bout, convaincu d'avoir regagné ma confiance grâce à sa mise en scène ratée. Il me tenait dans ses bras, se sentant victorieux, mais il ne tenait qu'un fantôme. La véritable Élodie était déjà partie. Nous sommes allés nous coucher. Une nuit d'anniversaire de mariage qui aurait dû être passionnée fut froide et silencieuse. Il a essayé de me prendre la main. J'ai laissé faire, mon contact était une politesse, une concession à la comédie. Je regardais le plafond, écoutant sa respiration régulière. Je me demandais si l'autre femme, celle qui attendait leur enfant, partageait la même étoffe de drap, la même couleur de mur. Je me demandais s'il lui promettait la même chose, mais avec une sincérité qu'il ne m'accordait plus. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont pour les victimes, et je refusais ce rôle. La douleur était là, vive, mais elle était utilisée comme un carburant. Je me suis remémoré mon propre vœu, celui que je m'étais fait seul au salon. Si cela est un mensonge, je le découvrirai moi-même. Ce n'était plus une question de le confronter, mais de me libérer de lui, avec des preuves irréfutables. Je ne voulais pas d'une dispute de couple, je voulais une sortie digne d'une femme qui connaît sa valeur. Le matin s'est levé sur un Paris brumeux. La routine de notre couple s'est déroulée comme si rien ne s'était passé. Gabriel était particulièrement attentionné, surjouant son rôle de mari repentant et aimant. Il a préparé le café, il m'a servi mon jus d'orange frais, il a même mis ma tasse préférée, celle avec le motif de Tour Eiffel que j'avais acheté lors de notre premier voyage. Chaque geste était calculé. « Dors bien, Élodie ?» a-t-il demandé, son ton était empli d'une sollicitude presque insupportable. « Parfaitement, Gabriel. » ai-je menti, lui offrant un sourire doux. Un sourire qui était un couteau. « Je suis vraiment désolée pour hier soir », a-t-il insisté, passant sa main dans mes cheveux. L'affaire Louis Caron, une histoire stupide. Notre anniversaire a été parfait, malgré ce petit accroc. J'ai pris le temps de l'observer. Il y avait une lueur de soulagement authentique dans ses yeux, un homme croyant sincèrement avoir sauvé la situation. Il ne voyait pas le vide derrière mon regard. Il ne voyait pas que je lisais la liste des courses pour bébé dans ses pupilles. Ne t'inquiète pas, mon amour, c'est déjà oublié. Concentre-toi sur tes dossiers. Il a été visiblement apaisé. Il a pris sa mallette, a enfilé son manteau. Il s'est approché de moi, et avant de partir, il a déposé un long baiser sur mon front. Je serai de retour vers 19h. À ce soir, ma chérie. À ce soir, Gabriel, ai-je répondu, et j'ai attendu, l'oreille tendue. J'ai entendu la porte de l'appartement se fermer, le bruit feutré de l'ascenseur démarrant, puis le silence définitif. La comédie était suspendue. Je me suis levée, ma légèreté me surprenant. Il n'y avait plus d'attente, plus d'espoir, seulement le plan. J'ai récupéré le reçu froissé qu'il avait laissé traîner dans la corbeille à papier du bureau, l'autre preuve, celle qu'il n'avait pas pu cacher assez vite. L'entête de la boutique maman à bébé Saint-Honoré était claire. J'ai enfilé un trench chic sans me presser. J'ai pris mon sac, mon portefeuille et j'ai laissé la montre connectée sur la table de nuit, comme un trophée empoisonné que je n'utiliserai plus jamais. Mon objectif, me rendre à cette boutique, au cœur du 8e arrondissement,
et obtenir l'adresse de livraison. L'appartement de la résidence Belle et Étoile. Louis Caron, le pion, avait menti. Gabriel, le mari, avait couvert. Il était temps de découvrir l'identité de la maman qui attendait leur enfant. Je suis sortie de l'immeuble. Les rues de Paris étaient animées, indifférentes à mon drame personnel. J'ai marché vers la station de métro, me sentant paradoxalement plus forte que je ne l'avais été en 10 ans. L'illusion du bonheur avait été un poids. Le poids de la vérité, bien que froid, était libérateur. La boutique Maman à Bébé Saint-Honoré. Un magasin élégant, vitrine garnie de layettes en coton biologique et de jouets en bois précieux. Un lieu où l'on célèbre la naissance, l'amour inconditionnel et les nouveaux départs. Un lieu parfait pour le mensonge de Gabriel. En entrant, le parfum du savon de Marseille pour bébé m'a accueilli. Un parfum qui aurait dû me donner envie de fonder une famille, mais qui ne faisait que souligner mon échec. J'ai repéré la jeune vendeuse blonde avec son badge. Léna Durand, la jeune femme que Gabriel avait trouvée très chaleureuse, selon mes propres paroles de la veille, basées sur l'aperçu du reçu. « Bonjour, mademoiselle », ai-je dit, ma voix était douce et assurée. « J'espère que vous allez pouvoir m'aider. »« Bonjour, mademoiselle », ai-je répété, souriant à Léna Durand, la vendeuse. Elle était jeune, visiblement encore étudiante, les joues légèrement roses. Elle m'a renvoyé un sourire de façade, l'air professionnel. « J'espère que vous allez pouvoir m'aider. »« Bien sûr, madame, que puis-je faire pour vous ?»« Mon mari s'est passé hier, ai-je commencé. Ma voix était empreinte d'une fausse désinvolture. Il a acheté un grand nombre d'articles, un cadeau très spécial, mais il a perdu le reçu et j'ai besoin de vérifier certains détails, notamment l'adresse de livraison. Léna a hésité un instant. Normalement, sans preuve d'achat, il nous est difficile de divulguer des informations clients, madame. C'est la politique de la boutique. C'était l'obstacle attendu. Je n'ai pas paniqué. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai nonchalamment glissé de l'intérieur une vieille photo. Notre photo de mariage, où Gabriel et moi étions en pleine lumière, lui dans son smoking, moi dans ma robe en soie. J'ai glissé également ma carte d'identité où mon nom de famille, Morel Deschamps, était bien visible. Je comprends parfaitement la politique, Léna, ai-je repris. Mais je peux vous prouver que je suis l'épouse de l'acheteur. Voici Gabriel, mon mari. Hier, il m'a dit qu'il avait été tellement bien conseillé par une jeune femme très efficace. J'ai pointé son badge. C'était vous, n'est-ce pas? Le compliment a eu l'effet escompté. La jeune femme a rougi de plaisir. Elle a jeté un regard à la photo de Gabriel, reconnaissant immédiatement son visage. « Oh, mais oui, c'est bien Monsieur Deschamps. Il est tellement charmant et généreux. Je me souviens très bien de lui. Il a fait une commande impressionnante. »« Exactement, » ai-je dit, renforçant le lien. « Je voudrais juste m'assurer que l'adresse de livraison est correcte. C'est un cadeau surprise pour un couple d'amis, vous voyez. Et mon mari est un peu tête en l'air. » Léna, se sentant maintenant complice d'une bonne action, a cédé. Elle a tapé le nom de Gabriel dans le système informatique. L'écran de son ordinateur, invisible pour moi, a révélé la liste des mensonges. Alors, voyons. Monsieur Deschamps est passé hier, vers 16h30. Une commande très complète pour une maternité. Yes, en mops. Ah, c'est mon moi, c'est mon mython. Et elle a commencé à énumérer les articles, et chaque mot était un nouveau coup de poignarde dans l'illusion de mon mariage. Il y a une poussette haute couture de la marque italienne. Oui, il a choisi le modèle blanc crème, le plus cher, et un berceau à barreaux, modèle Dolce Note, avec un matelas orthopédique suisse. Ah, et tout le trousseau de vêtements pour nouveau-nés, des articles en coton organique de France pour une taille de naissance, et des lingettes, crème et huile de bain. Elle a fait une pause, visiblement impressionnée. Le total est très important. Il a choisi la livraison premium pour une installation complète de la chambre. J'ai avalé ma salive, taille de naissance. Cela signifiait que l'enfant était sur le point d'arriver, ou venait d'arriver. Pas une grossesse de 5 mois. Louis Caron, le menteur à costume bon marché, avait été grotesque. Gabriel ne rendait pas service à un ami timide. Il préparait activement une nouvelle vie. « C'est magnifique », ai-je commenté, m'obligeant à sourire. Et l'adresse de livraison, il m'a dit qu'il avait donné celle du couple, mais j'ai un doute. Léna a penché la tête au-dessus de son écran. L'adresse de livraison est la suivante. Résidence Belle Étoile, rue des Cygnes, immeuble B, appartement -502. Le nom était familier. Belle Étoile. Je connaissais ce bâtiment. C'était un immeuble de grand standing, récemment construit, avec une sécurité maximale, situé à seulement 15 minutes de notre propre appartement. Un endroit parfait pour y cacher une existence parallèle sans éveiller les soupçons, car il était loin des circuits habituels de Gabriel. Pink 502, ai-je répété, enregistrant le numéro dans ma mémoire. Est-ce que vous savez
À quel nom la livraison est enregistrée? Léna a secoué la tête. Non, madame. Monsieur Deschamps a payé en carte bancaire, mais le nom du destinataire de la livraison n'est pas spécifié, seulement à l'attention de la maman. Et c'est tout? Oui. Ah, mais il a laissé un message spécial pour le livreur. Elle a fait défiler l'écran. Il a écrit « Veuillez téléphoner au numéro ». Il a donné un numéro. Avant d'arriver, et n'oubliez pas le bouquet de roses pour la madame. Le bouquet de roses. Le geste final du parfait amant, du parfait père. Des gestes qu'il ne prenait plus la peine de faire pour moi. J'ai remercié Léna chaleureusement. J'ai même laissé un généreux pourboire. J'ai quitté la boutique Maman et Bébé, portant le fardeau de la vérité. Dehors, le soleil parisien était apparu, brillant d'un éclat cruel. Je me tenais sur le trottoir, au milieu des passants élégants et pressés. L'adresse était là. Résidence Belle Étoile, 1502. Louis Caron ne vivait pas là. Gabriel Deschamps ne vivait pas là. Mais sa nouvelle famille, son héritier, y vivait. J'ai pris un taxi. Je n'ai pas donné l'adresse. J'ai donné le nom de la résidence. Je devais voir cet endroit. Je devais ancrer cette nouvelle réalité. Le trajet fut court et étrangement silencieux. Je regardais les immeubles, les façades haussmanniennes, me demandant combien d'autres vies parallèles se cachaient derrière ces pierres parfaites. Je n'étais pas seule, mais cette consolation était froide. Le taxi s'est arrêté devant le portail en fer forgé de la résidence Belle Étoile, un bâtiment moderne, sécurisé, avec des balcons fleuris. L'incarnation du succès parisien contemporain. J'ai payé le chauffeur, je suis restée de l'autre côté de la rue. Je devais trouver l'immeuble B. J'ai repéré l'interphone général. La liste des résidents était derrière une vitre. J'ai cherché le numéro 1502. À côté du numéro de l'appartement, il y avait un nom que je ne connaissais pas, mais qui résonnait comme une fatalité, Madame Céleste Fournier. Céleste, un prénom poétique, léger, le prénom de la femme qui avait volé la vie que j'aurais dû avoir. Je suis restée là, figée, le regard rivé sur ce nom. Il était évident, Gabriel avait loué ou acheté cet appartement sous le nom d'un prête-nom pour la femme et l'enfant. Il avait tout planifié, tout sécurisé, laissant derrière lui sa vie de 10 ans, comme un manteau usé qu'on jette. Mon cœur n'a pas craqué, il s'est durci, il s'est vidé de la douleur pour faire place à la détermination. Je n'étais plus Élodie, l'épouse. J'étais Élodie, la femme trahie qui allait récupérer son honneur. Le nom de Céleste Fournier est resté gravé sur la plaque de l'interphone, comme une épitaphe à la décennie que je venais de perdre. Je n'ai pas osé sonner. Mon cœur battait la chamade, mais une force invisible, la dignité peut-être, m'interdisait de franchir cette ultime frontière. Je n'étais pas venue pour faire un scandale. Je n'étais pas venue pour me battre pour un homme qui ne me respectait plus. J'étais venue pour collecter ma liberté. Je me suis éloignée du portail, cherchant un endroit discret, d'où observer l'immeuble B. J'ai trouvé un petit café moderne, à quelques dizaines de mètres, qui offrait une vue directe sur l'entrée de la résidence. J'ai commandé un double expresso, sans sucre, et je me suis installée à la fenêtre. L'amertume du café correspondait parfaitement à l'état de mon âme. Assise là, je regardais le 15e étage où se trouvait l'appartement 1502. Je visualisais la scène à l'intérieur, les murs repeints, le berceau italien déjà monté, les cadeaux de naissance de luxe, peut-être Céleste Fournier elle-même, une femme jeune ou du moins plus douce, attendant l'arrivée de Gabriel. J'imaginais l'écho des rires, le parfum des roses qu'il lui offrait. Tout ce que notre appartement du 7e arrondissement avait cessé de fournir. Ce n'était pas l'adultère qui me dévastait le plus, même si la douleur était lancinante. C'était la construction méticuleuse de cette double vie. Gabriel n'avait pas eu une faiblesse d'un soir. Il avait bâti un foyer, une promesse, un avenir, tout en partageant mon lit, ma table, mes souvenirs. Le mensonge n'était pas un événement. Il était la fondation même de sa vie. J'ai réalisé que l'homme que j'avais aimé était un personnage et que j'avais été sa principale spectatrice. Il était Gabriel, le mari parfait chez nous, et Gabriel, l'amant dévoué à Belle et Étoile. 2 rôles pour un seul homme, mais tous deux basés sur la tromperie. L'échec n'était pas le mien. L'échec était celui de sa moralité. J'avais mis ma confiance dans un homme qui avait jugé que mon amour et ma présence ne valaient pas la vérité. Il m'avait relégué au rôle de la sécurité financière, de la façade sociale, pendant qu'il cherchait la passion et la postérité ailleurs. Je me suis souvenu de l'enregistrement. L'intégralité de mes biens, au nom des deux, ce sera pour vous. C'était le cœur de la trahison. Il préparait activement son retrait de notre mariage, garantissant l'avenir de son nouvel enfant au détriment de l'héritage de nos 10 ans. C'était une trahison financière et émotionnelle. Il ne voulait pas seulement me quitter. Il voulait me remplacer et s'assurer que sa nouvelle famille soit protégée.
Pendant près d'une heure, j'ai observé l'entrée. Des résidents entraient, sortaient, indifférents. Je ne voyais pas Gabriel. Il était probablement au travail, jouant le rôle du consultant financier sérieux. Mais mon instinct me disait qu'il allait bientôt faire une apparition. Il ne pouvait pas rester loin de son nouveau foyer trop longtemps. La vérité venait de se poser, l'enfant devait être né, ou sur le point de naître, et Gabriel, le nouveau père, devait être attiré comme un papillon par cette flamme nouvelle. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, mon téléphone a vibré. Un message de Gabriel. « Dîner important avec le client de Hong Kong ce soir. Je ne pourrai rentrer qu'après 22 heures. Ne m'attends pas, mon amour. » Un nouveau mensonge. Un alibi parfait. Un dîner d'affaires à 22 heures. Impensable à Paris. Il avait besoin de temps libre pour passer sa soirée à Belle Étoile. Ce message était la confirmation de son emploi du temps parallèle. J'ai soupiré, mais sans surprise. J'ai tapé une réponse simple et faussement affectueuse. « D'accord, mon chéri. Bon courage pour ton travail. Je t'aime. » Je lui ai donné exactement ce qu'il attendait. Une épouse crédule et obéissante. J'ai bu mon café jusqu'à la dernière goutte. Il était temps de passer à l'étape suivante. Je ne pouvais pas rester là, à attendre. J'avais des preuves, j'avais l'adresse, j'avais un nom. Il me fallait maintenant un plan d'action qui soit à la hauteur de mon statut de directrice artistique, précis, esthétique et impitoyable. Mon plan devait répondre à l'impératif que je m'étais fixé. Ne pas laisser cet homme me détruire. Je ne pouvais pas lui donner la satisfaction de me voir effondrée, en larmes, suppliante. Je devais être celle qui tirait la première, avec une élégance glaciale. J'ai listé mentalement les étapes. Étape 1. Le silence. Maintenir la façade d'épouse aimante et ignare. L'endormir dans un faux sentiment de sécurité. Étape 2. La collecte. Réunir toutes les preuves matérielles possibles. L'enregistrement, les reçus, l'adresse, les noms et peut-être une preuve physique de son emploi du temps, une photo, un témoignage. Étape 3. La préparation juridique. Contacter un avocat spécialisé en droit de la famille pour préparer le divorce. Protéger mes biens et m'assurer que la division de la fortune soit juste en utilisant l'adultère comme levier. Le serment enregistré devait servir à me protéger. Étape 4. Le face-à-face final. Une confrontation unique, sans cris, sans larmes, où je présenterai l'intégralité des preuves et signerai les papiers. Je me suis levée, laissant une pièce sur la table du café. La vue de la résidence Belle et l'Étoile s'est éloignée dans mon rétroviseur. Le Paris que j'aimais n'était plus un décor de romance. C'était un champ de bataille où je devais me battre pour moi-même. La première étape de mon plan a commencé immédiatement. Je devais me rendre au bureau d'un avocat de confiance, maître Antoine Dubois, un homme réputé pour sa discrétion et son efficacité. Je devais transformer la rage en stratégie légale. Je devais prouver que la valeur de mon être n'était pas seulement symbolique, mais avait une valeur concrète, légale, qu'il ne pourrait pas effacer par un simple mensonge. J'ai pris la direction du cabinet de maître Antoine Dubois, près du palais de justice. Ce n'était pas un avocat de divorce ordinaire. Il était spécialisé dans les affaires financières complexes impliquant des couples aisés. Sa réputation d'homme discret et implacable était exactement ce dont j'avais besoin. Il ne me jugerait pas, il me défendrait. Le cabinet de Dubois était un lieu de marbre froid et de silence absolu, contrastant avec la tempête qui faisait rage en moi. Lorsque je me suis assise en face de lui, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, le regard perçant, j'ai senti que le jeu avait changé de dimension. Ce n'était plus une affaire de cœur brisé, mais une manœuvre stratégique. J'ai présenté les fesses avec une concision clinique, omettant toute émotion superflue. « Maître, je suis Élodie Morel Deschamps. Mon mari, Gabriel Deschamps, me trompe. Il a établi une seconde vie avec une autre femme, Céleste Fournier, à la résidence Belle Étoile, où ils ont récemment eu un enfant. Je suis ici pour entamer immédiatement une procédure de divorce pour faute et, surtout, pour garantir mes droits financiers. » J'ai posé le petit dictaphone, la montre connectée, sur la table, ainsi que le reçu du magasin de bébés et l'adresse de la résidence. Je lui ai raconté l'épisode de Louis Caron. Maître Dubois a écouté sans sourciller, prenant des notes minimalistes. L'enregistrement, Madame Deschamps, est l'élément clé. Légalement, un enregistrement à l'insu est recevable dans le cadre d'un divorce pour faute en France, à condition qu'il ne soit pas réalisé dans un lieu privé. Mais c'est surtout la teneur du serment qui est cruciale. Il a rejoué le clip, attend la naissance de notre enfant. L'intégralité de mes biens, au nom des deux, ce sera pour vous. Maître Dubois a levé la tête. C'est bien plus qu'un aveu d'adultère, madame. C'est une preuve d'intention de soustraction de patrimoine au préjudice de la communauté.
Cet enregistrement démontre que M. Deschamps prévoyait de disposer de ses biens au bénéfice de sa nouvelle compagne et de son enfant, violant ainsi son devoir de fidélité financière envers vous. Son analyse a renforcé ma détermination. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de l'intégrité et de la loi. Nous allons agir sur 2 fronts, madame. Premièrement, le divorce pour faute, en utilisant l'enregistrement et les preuves de l'achat comme éléments tangibles. Deuxièmement, nous allons lancer une procédure de gel temporaire sur certains avoirs conjoints afin d'éviter que monsieur ne tienne sa promesse avant que le divorce ne soit prononcé. Nous ne pouvons pas le laisser s'assurer un héritage en sacrifiant votre sécurité financière. L'avocat m'a posé des questions précises sur les finances, les comptes bancaires, les propriétés. J'ai répondu avec la précision d'une femme d'affaires. Je lui ai assuré que j'avais déjà mes propres comptes séparés et que je pouvais prouver l'origine de mes fonds. Il m'a regardé avec un respect professionnel qui m'a fait plus de bien que n'importe quelle parole de réconfort. Votre sang-froid, madame, est votre meilleur allié. Monsieur Deschamps sera certainement sous le choc lorsque les documents lui seront signifiés. Nous devons anticiper son déni et sa colère. Pour l'instant, le plus important est de maintenir l'illusion. Ne changez rien. Comportez-vous comme l'épouse qui n'a plus aucun doute, mais qui a choisi de pardonner pour un temps. Il doit se croire en sécurité. Je comprends, maître, la façade tiendra. Nous avons passé le reste de l'après-midi à préparer le dossier. Je suis sortie de son cabinet non pas en victime, mais en stratège. L'air de Paris me paraissait plus net, plus respirable. J'avais désormais un bouclier légal. Je suis rentrée à l'appartement juste avant 20 heures. Gabriel m'avait envoyé un second message, prétendant être pris dans un cocktail professionnel interminable. Un mensonge évident. Il était à Belle Étoile. Il était avec Céleste. J'ai préparé une salade légère pour moi, allumé la télévision sur un documentaire que nous aimions regarder ensemble. J'ai agi comme si ma vie était la même, mais chaque geste était faux. Lorsque le téléphone a sonné, j'ai vu le nom de Gabriel s'afficher. J'ai répondu immédiatement. Ma voix était chaleureuse, décontractée. « Allô, Gabriel, tu t'amuses bien à ton cocktail ?»« Oui, mon cœur, c'est long et ennuyeux, mais nécessaire. Tu vas bien toute seule ?» Sa voix était teintée d'une fausse lassitude. Le son de fond était le silence, et non le bruit d'une fête d'entreprise. Parfaitement, j'ai regardé un peu la télé. Ne t'en fais pas pour moi. Rentre quand tu peux. Et tu sais, j'ai ajouté une touche de douceur calculée. Je suis contente que nous ayons mis l'histoire de la montre derrière nous. Ça m'a fait douter un moment, mais maintenant, je me sens bête. Il a ri, soulagé. C'est normal d'avoir douté, chérie, mais je suis là. Je t'aime, à tout à l'heure, peut-être très tard. Bonne soirée, Gabriel. J'ai raccroché, puis j'ai éteint la télévision. Le silence s'est revenu dans l'appartement. J'ai regardé mon reflet dans la vitre de la fenêtre. Mon sourire était serein, mais mes yeux étaient durs. Ça a été dur assez. Il était à Belle Étoile, pensant que sa ruse avait fonctionné. Il pensait avoir effacé mon doute. Il se trompait. J'étais calme parce que j'avais le plan. Je n'étais pas bête. J'étais patiente. Cette nuit-là, je n'ai pas attendu son retour. J'ai dormi sur le canapé du salon, me séparant déjà de l'espace qu'il occupait. Je voulais qu'il trouve ma place vide. Pas par colère, mais par détachement. La vie de l'épouse soumise était terminée. La vie d'Élodie, libre et vengeresse, commençait. Les jours qui ont suivi ont été un exercice de performance théâtrale pour moi. Je me suis comportée comme l'épouse dévouée et soulagée, celle qui a choisi de pardonner la petite erreur d'un mari stressé. Gabriel, croyant sincèrement avoir été blanchi par ma soi-disant compréhension, était plus détendu, plus affectueux que jamais, s'assurant ainsi que je ne soupçonnerais plus rien. Il partait souvent le soir, toujours avec l'excuse des clients exigeants ou des réunions tardives. Pendant ce temps, mon plan de collecte de preuves se déroulait méticuleusement. Sous les conseils de Maître Dubois, j'ai agi avec une discrétion absolue. J'ai photocopié chaque relevé de compte bancaire commun, noté les virements importants qui pourraient être liés au loyer ou à l'achat de l'appartement 502. J'ai trouvé des échos de factures de services publics, eau et électricité, associées à l'adresse de Belle Étoile, masquées sous des dépenses professionnelles. Gabriel n'était pas un génie du crime. Il était juste un menteur arrogant. J'ai passé un après-midi à la place du Trocadéro, faisant semblant d'admirer la tour Eiffel, tandis que j'attendais un détective privé engagé par Maître Dubois. C'était un homme d'âge moyen, discret comme une ombre, qui ne posait que des questions pratiques. Je lui ai donné l'adresse, le nom de Céleste Fournier et la voiture de Gabriel. Mon seul objectif, des preuves visuelles et le profil de l'autre femme, si possible. Je ne cherche pas à me venger, lui ai-je expliqué calmement. Je cherche une reconnaissance légale de la faute, et je veux comprendre qui a remplacé la femme que j'étais.
Le détective m'a garanti la discrétion. Pour moi, le fait de déléguer cette tâche sordide a été une forme de soulagement. Je ne voulais pas voir Céleste Fournier. Je voulais la preuve de son existence pour l'acte de divorce. Un soir, alors que Gabriel prétendait être en déplacement à Bordeaux, j'ai décidé de faire un dernier pèlerinage solitaire à la résidence Belle Étoile. Ce n'était plus pour chercher des preuves, mais pour marquer symboliquement la fin de notre histoire dans mon cœur. J'ai pris ma voiture et je me suis garée loin de la résidence. Il faisait nuit, les lumières de la résidence brillaient, chaudes et accueillantes. J'ai levé les yeux vers l'immeuble B. Au 15e étage, une fenêtre était éclairée, diffusant une douce lueur ambrée. J'ai imaginé Gabriel là-haut, peut-être en train de bercer son nouveau-né. L'image, au lieu de me briser, m'a frappé par sa banalité. Il était un père, un amant, un homme pris dans une nouvelle routine. Cette nouvelle vie qu'il avait volée n'était pas romantique ou extraordinaire. C'était une autre version de la vie qu'il avait fuie avec moi. Et c'est là, dans cette solitude froide de ma voiture, que la véritable illumination a eu lieu. Je n'étais pas jalouse de Céleste Fournier. J'étais en deuil de la personne que j'avais cru être pour Gabriel. J'avais pensé que j'étais irremplaçable. J'avais cru que notre histoire était unique. Or, l'enregistrement l'avait prouvé. L'intégralité de mes biens, au nom des deux, ce sera pour vous. Et c'était un simple échange, une substitution. J'étais l'ancienne dépositaire de ses biens et de son statut social. Céleste était la nouvelle. Mon rôle était interchangeable. Cette prise de conscience a été plus douloureuse que n'importe quelle gifle. L'homme que j'aimais ne m'avait pas trahi par passion dévorante. Il m'avait trahi par commodité et par désir d'une nouvelle paternité, me traitant comme un vieux contrat qu'il pouvait annuler en secret. J'ai senti une force nouvelle m'envahir. La vérité n'était pas la fin du monde. Elle était la fin de mon illusion. Et si j'étais remplaçable pour lui, il n'était absolument pas irremplaçable pour moi. Ma valeur ne dépendait pas de la place que j'occupais dans sa vie. Ma valeur était intrinsèque. J'ai démarré la voiture, quittant définitivement Belle Étoile derrière moi. J'avais toutes les preuves. L'enregistrement était sur le cloud, les reçus dans le coffre-fort de Maître Dubois, les relevés bancaires numérisés. J'avais une stratégie légale et j'avais retrouvé mon propre centre de gravité. Le lendemain, le détective m'a envoyé un court rapport crypté, une confirmation visuelle. Gabriel sortant de l'immeuble B portant un siège auto pour bébé. L'image était nette, implacable, pas de flou, pas de doute. La preuve irréfutable de l'existence de son enfant et de son rôle actif de père à Belle Étoile. J'ai transmis l'image à Maître Dubois. J'ai regardé l'heure. Gabriel devait être au travail, ignorant tout du piège qui se refermait. J'ai passé la journée à mettre en ordre mes affaires personnelles. Je n'ai emporté que l'essentiel, les objets ayant une valeur sentimentale et mes dossiers professionnels. J'ai laissé tous les cadeaux de Gabriel, tous les souvenirs de notre vie commune. Ils appartenaient au personnage d'Élodie, l'épouse idéale. Et je ne voulais plus jouer ce rôle. J'ai préparé notre appartement. J'ai mis de nouvelles bougies sur la table du salon, les mêmes que pour notre anniversaire. J'ai sorti la bouteille de Château Margaux. Je voulais qu'il y ait un décor familier pour notre dernière scène. À 18h30, Gabriel m'a appelé. « Je suis sur le chemin du retour, chérie. J'ai hâte de te retrouver. »« J'ai hâte aussi, Gabriel. » ai-je dit. Ma voix était douce et pleine de promesses. « J'ai préparé une bouteille de ton vin préféré. C'est une soirée spéciale. »« Ah, une soirée spéciale ? Pourquoi ?» Il avait l'air confus. « Parce que je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » J'ai raccroché et j'ai regardé le décor. La table était dressée, le vin décanté. La scène était prête pour l'épilogue de notre mariage. Mon cœur était étrangement calme. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure à 19h précises. Le bruit métallique résonnait dans le silence de notre grand appartement parisien. Gabriel est entré, son manteau de cachemire encore humide de la brume d'automne. Il portait le masque habituel de l'homme d'affaires fatigué, prêt à déposer son fardeau professionnel pour endosser celui de l'époux aimant. Il ne savait pas qu'il s'apprêtait à déposer tous ses masques, d'un seul coup. « Élodie, quelle surprise! J'ai cru comprendre que tu avais préparé une petite fête, » a-t-il dit en souriant. Il a déposé sa mallette de cuir noir dans l'entrée. Son regard a balayé le salon, les bougies, le vin, l'atmosphère intime que j'avais créée. Il a eu l'air ravi, pensant sans doute que c'était une célébration de mon pardon. « Oui, Gabriel, » ai-je répondu. Ma voix était douce, presque séduisante. Je me tenais près de la table, ma robe noire de soie fluide tombait parfaitement, ne trahissant rien de la guerre intérieure. C'est notre soirée spéciale, une soirée pour la vérité. Il s'est approché de moi, ses yeux bleus pétillants de soulagement. Il a saisi mes mains. « Ma chérie, je suis content que nous puissions enfin revenir à la normale.
L'histoire de la montre m'a tellement stressée. Tu as été si compréhensive. Il a tenté de m'embrasser. J'ai reculé d'un pas imperceptible, le contact de ses lèvres me dégoûtant physiquement. Je lui ai tendu son verre de vin. Santé, Gabriel, à notre 10e anniversaire et à la fin des secrets. Il a bu une gorgée, relaxé. Il était tellement confiant dans son mensonge qu'il n'a pas vu le piège. Assieds-toi, mon amour, nous avons tellement de choses à rattraper. Mais avant que nous commencions, j'ai une petite question pour toi. Une question simple. Il s'est assis, son air était patient, celui d'un mari qui accorde de l'attention à sa femme. Bien sûr, Élodie, dis-moi tout. Hier soir, tu m'as dit être à Bordeaux pour un rendez-vous d'affaires. Est-ce que tu t'es amusé à l'hôtel, Gabriel ? Son sourire s'est figé légèrement. Un frisson d'alerte a traversé son regard. Mais il a immédiatement repris le contrôle. Bien sûr que non, c'était un travail épuisant, Élodie. Tu sais à quel point ces affaires peuvent être exigeantes. J'ai à peine dormi. Vraiment, j'ai pris mon téléphone. J'ai fait glisser la photo que le détective m'avait envoyée. Je l'ai tournée vers lui. La photo était parfaitement cadrée. Gabriel Deschamps, en costume, sortant de la résidence Belle Étoile, portant un siège auto pour bébé. Le verre de vin a tremblé dans sa main, faisant gicler quelques gouttes de Margot sur la nappe immaculée. C'est quoi cette photo, Élodie ? Son ton a changé. Il n'y avait plus de charme, seulement une panique froide. C'est toi, Gabriel, sortant de l'immeuble B à la résidence Belle et Étoile. Il y a moins de 24 heures. Tu n'étais pas à Bordeaux. Tu étais là, portant un siège auto pour bébé. Ma voix s'était toujours douce, sans le moindre cri. Il a posé son verre, il a essayé de se lever. Je l'ai arrêté d'un geste de la main, digne d'un metteur en skinnet. Et c'est mal seulement si. Reste assis, Gabriel, la pièce ne fait que commencer. Il a lâché une excuse, faible, pathétique. Élodie, je peux expliquer, c'est encore Louis Caron. Il a un problème de dos, il m'a demandé de l'aider à transporter des choses. Louis Caron n'existe pas, Gabriel, ou du moins, il n'est qu'un pauvre acteur que tu as payé pour te couvrir. Et Louis Caron, le menteur en costume bon marché, ne vit pas au 1502 à Belle Étoile. J'ai continué, lui laissant aucun espace pour respirer, pour inventer un nouveau mensonge. Le 1502 est loué ou acheté au nom de Céleste Fournier. Céleste Fournier, la femme qui a donné naissance à votre enfant, l'enfant pour qui tu as acheté les articles les plus chers du magasin Maman and Bébé, l'enfant pour qui tu as fait le serment, enregistré sur ma montre, que l'intégralité de tes biens serait pour eux deux. Le choc sur son visage était total. Ce n'était pas la rage de l'homme pris, mais la stupéfaction que son plan, son échafaudage complexe de mensonges, ait été démantelé avec une telle froideur. Il avait sous-estimé la femme qu'il avait épousée. Il a regardé la photo, puis moi. Il a commencé à transpirer. « Élodie, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est arrivé. Mais ce n'est rien. Tu es ma femme, tu es la seule qui compte. Je vais mettre fin à cette situation. » « Non, Gabriel, tu ne vas mettre fin à rien. Je l'ai déjà fait pour toi. » J'ai glissé une grande enveloppe beige sur la table, récupérée de chez Maître Dubois. L'enveloppe contenait les documents officiels. Dans cette enveloppe, Gabriel, il y a la demande de divorce pour faute, avec toutes les preuves que j'ai méticuleusement collectées, l'enregistrement vocal, les relevés bancaires, les reçus, le rapport du détective, la photo. Je me suis levée, me penchant légèrement vers lui. Mon ton est resté étonnamment calme. « J'ai tout. Tu as cru que tu pouvais effacer 10 ans de ma vie et la remplacer par une nouvelle version de toi, et que je resterai l'épouse silencieuse. Mais je ne suis pas un décor que tu peux changer. Je ne suis pas remplaçable, Gabriel, et je refuse de rester dans une vie où l'homme que j'aime me considère comme une simple formalité financière. » Il a ouvert la bouche, sans voix. La peur l'avait rendu muet. Il était confronté non pas à une femme blessée, mais à un mur légal et émotionnel qu'il n'avait pas anticipé. Le jeu était terminé. L'architecte de l'histoire, c'était moi, maintenant. Gabriel a finalement trouvé sa voix, une voix rauque, déformée par la panique et la rage. Il a frappé la table de ses 2 poings, faisant teinter les verres. L'élégance de la soirée s'est brisée. C'est ridicule, Élodie. Tu as payé un détective, tu as fouillé mes affaires, tu as transformé notre mariage en une enquête policière. Où est l'amour dans tout ça ? Il cherchait à inverser les rôles, à me faire passer pour l'agresseur, pour l'hystérique qui avait gâché une vie parfaite. Mais son attaque était trop prévisible, trop faible. L'amour, Gabriel, est jour sa mort. Le est un jour. Le jour où tu as fait ce serment à une autre femme et où tu as planifié de me priver de mes droits légitimes. J'ai saisi l'enveloppe. Non, je n'ai pas transformé notre mariage. C'est toi qui as transformé notre mariage en une mascarade
Et moi, je n'ai fait que rassembler les preuves de ton rôle. Il s'est levé d'un bond, son visage était injecté de sang. Ce n'est qu'une erreur, une bêtise. Elle est tombée enceinte, Élodie. C'était une erreur de parcours, un accident, mais c'est toi que j'aime. Regarde-nous, 10 ans de vie commune, un appartement à Paris, notre carrière. Tu vas jeter tout ça pour une erreur que je vais corriger? Non. Ai-je coupé net? Ma voix ne s'est pas élevée, mais sa fermeté a eu l'effet d'un couperet. Tu ne vas rien corriger, parce que cette erreur est le fondement de ton autre vie. L'enfant est né, ou sur le point de naître, et tu as déjà fait des promesses financières. Tu as choisi ton camp, Gabriel, et tu as choisi de le cacher. Je me suis approchée de lui, et pour la première fois, je l'ai regardé sans la moindre once d'affection, seulement avec une pitié froide pour l'homme pathétique qu'il était. Tu crois que le problème, c'est Céleste? Non. Le problème, c'est que tu as cru que tu pouvais avoir 2 femmes, l'épouse de prestige pour la société et la mère de ton héritier pour ton cœur. Tu as cru pouvoir nous gérer comme 2 actifs, me laissant à l'abandon pendant que tu construisais ton avenir ailleurs. J'ai pris le gâteau au opéra que j'avais laissé sur un présentoir. Je l'ai pointé du doigt. Le jour de notre anniversaire, tu as acheté ce gâteau avec l'argent qui devait servir à acheter le berceau de luxe. Tu es venu ici, tu m'as embrassé, et tu m'as promis de me suivre partout, alors que tu portais déjà sur toi le reçu de ta trahison. Tu n'as pas trahi mon cœur, tu as trahi mon intelligence. Gabriel s'est effondré, littéralement. Il s'est laissé tomber sur une chaise, cachant son visage entre ses mains. Ses épaules ont commencé à trembler. Le grand homme d'affaires, le mari parfait, était réduit à une épave. Ne fais pas ça, Élodie, s'il te plaît. Réfléchis. Que vas-tu faire seule? Nous avons tout construit ensemble. Tu es moi, je suis toi. Sans moi, qui es-tu? Il a levé des yeux mouillés de larmes, cherchant la corde sensible. Ce fut l'ultime insulte. L'idée que ma valeur était attachée à son existence. Tu me demandes qui je suis sans toi. J'ai souri, un sourire de victoire glaciale. Je suis Élodie Morel, directrice artistique reconnue. Je suis la femme qui a fondé sa propre fortune bien avant de rencontrer un homme qui se cachait derrière ses costumes. Je suis celle qui a une dignité. Et surtout, je suis la femme qui a la preuve légale que tu as violé tous les termes de notre union. Je me suis dirigée vers le meuble de la salle à manger. J'ai sorti mon chéquier personnel. J'ai rédigé un chèque rapidement. Voici la solution, Gabriel. Tu es pressé d'assurer l'avenir de ton fils et de sa mère? Parfait. Voici ma contribution. J'ai posé le chèque sur la table d'un montant substantiel, couvrant largement la valeur de la voiture qu'il aimait tant et de certains meubles qu'il pourrait revendiquer. Ce chèque, c'est pour que tu puisses t'installer immédiatement à Belle Étoile. Il est conditionné à la signature immédiate de ces documents. Tu me laisses l'appartement, mes biens, mes comptes. En échange, je ne poursuis pas une procédure publique qui pourrait détruire ta réputation professionnelle et ton rôle de père. C'est un échange, Gabriel. Ma dignité contre ta réputation. Il a regardé le chèque, puis l'enveloppe. Le silence était tendu, chargé de la décision qui allait sceller sa vie. Il était évident qu'il était tiraillé. L'argent était un soulagement immédiat pour son nouveau foyer, mais la signature était la reconnaissance de sa défaite. « Élodie, tu ne peux pas faire ça. Penses-tu vraiment que tu seras heureuse? Je serai libre, Gabriel, et c'est plus que le bonheur. Je serai fidèle à moi-même. » Je me suis éloignée de la table. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. La balle était dans son camp. Je n'étais pas là pour négocier mon cœur, mais les termes de ma libération. Gabriel a fixé l'enveloppe beige et le chèque pendant de longues minutes. Il n'y avait plus de larmes, juste le calcul froid de l'homme d'affaires, qui, face à une perte inévitable, cherche à minimiser les dégâts. Il comprenait parfaitement les termes de l'échange, ma discrétion contre sa liberté. Il savait que si cette affaire de double vie et de tentative de soustraction d'actifs sortait dans la presse, sa carrière de consultant financier serait terminée. Maître Dubois avait joué serré. Il a tendu la main, mais non pas vers moi pour me supplier, mais vers l'enveloppe. Il l'a ouverte lentement. Le bruit du papier froissé des documents de divorce a rempli l'air. Il a lu les premières lignes, puis a soupiré. Un bruit de défaite totale. « Tu as tout prévu, Élodie. Tu as gagné, a-t-il murmuré, le mot « gagné » sonnant creux, dans l'opulence de notre salon. Il n'y a pas de gagnant dans la trahison, Gabriel. Il n'y a qu'une personne qui choisit de ne pas être perdante. Il a pris le stylo que j'avais laissé à côté. Il a hésité un instant, puis a signé chaque page avec une rapidité surprenante. Le grattement de la plume sur le papier était le son final de notre mariage. Il ne me regardait pas. Il regardait l'argent, son avenir, son autre vie qui venait de lui être rachetée. Il a glissé le chèque et la copie du divorce dans la poche intérieure de sa veste. Le geste était celui d'un homme qui venait d'assurer son évasion. Et maintenant,
a-t-il demandé, se levant. Son corps était lourd de la fatigue d'une décennie de mensonges qui venait de s'achever. Maintenant tu t'en vas, Gabriel. Tu vas à Belle Étoile. Tu prends tes affaires de ton bureau. L'appartement est à moi, par contrat présigné et par cette négociation. Je veux que tu sois parti avant le lever du soleil. Il a acquiescé. Il n'a rien tenté de plus. Il a marché vers le bureau, a saisi une valise de voyage et a commencé à y mettre ses dossiers professionnels et quelques effets personnels. Le silence de ce déballage était le plus grand aveu de sa culpabilité. Il ne réclamait rien, car il savait qu'il n'avait plus aucun droit moral. Je me suis retiré sur le balcon, laissant le bruit sourd de ses pas dans le bureau. L'air frais de Paris m'a enveloppé. Je pouvais voir les lumières de la ville scintiller, des milliers de vies, des milliers d'histoires. Notre histoire était finie. Quand Gabriel est revenu dans le salon, il portait son manteau, la valise à la main. Il s'est arrêté devant moi. Un dernier regard. Il y avait dans ses yeux, non pas de l'amour, mais une forme de regret distant, peut-être pour la commodité qu'il perdait. « Je te souhaite d'être heureuse, Élodie », a-t-il dit, sa voix était presque inaudible. « Et moi, Gabriel », ai-je répondu, regardant le ciel et non lui. « Je te souhaite de ne plus avoir besoin de vivre une vie de mensonges pour te sentir exister. » Il a tourné les talons. La porte d'entrée s'est refermée avec un clic final et définitif. Gabriel Deschamps était sorti de ma vie. Je suis retourné dans le salon. Le verre de vin qu'il avait laissé n'était pas à moitié vide. Il était plein, plein de tout ce que j'avais refusé de boire. Le doute, la rage, la victimisation. J'ai pris le verre et je l'ai versé lentement dans une plante. Je ne voulais plus de ce vin. J'ai fait le tour de l'appartement. Les souvenirs étaient là. Mais ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'ai ramassé la montre connectée sur la table de nuit. Je l'ai regardée. Le cadeau qui avait été le poison était devenu l'antidote. Je me suis approché de la fenêtre, regardant le vaste horizon de la ville. Les larmes n'étaient pas venues la nuit de la découverte, ni pendant la confrontation. Elles sont venues, maintenant, lentes et légères. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de soulagement. J'ai réalisé que je ne m'étais pas battue pour un homme ou pour l'argent. Je m'étais battue pour le respect de moi-même. J'avais choisi de ne pas me laisser remplacer, de ne pas être la doublure d'une autre femme. J'avais choisi de reprendre la plume pour écrire ma propre suite. J'ai pris ma petite valise préparée. J'ai laissé la clé de l'appartement sur le guéridon. Je ne voulais pas rester dans ces murs. Je devais commencer ailleurs. J'ai embrassé l'air froid de l'aube. Je suis sortie dans les rues de Paris, à pied, au moment où la ville commençait à s'éveiller. Je marchais légère, libre. Le trottoir sous mes pieds était mon chemin, sans aucune direction autre que celle que je choisirais. Le message était clair. Quand on se retrouve face à la vérité de la trahison, on apprend à devenir le seul dépositaire de sa propre valeur. Je n'avais plus besoin de Gabriel pour me définir. La lumière du jour a balayé le ciel. Une nouvelle journée, une nouvelle vie. Je souriais en silence. La femme qu'il avait essayé d'effacer était finalement la seule à avoir réussi à s'échapper.